Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et ses radios partenaires Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Suite à la récente sortie d'Emmanuel Macron sur la crise politique au Togo, ils sont nombreux, ces Togolais, qui pensent plutôt que le président français a noyé le poisson dans un langage diplomatique standard en évitant de se mouiller. D'aucuns encore pensent au contraire qu'il faut lire entre les lignes de la sortie de M. Macron pour s'apercevoir que la France apporte un soutien total au peuple togolais. Ces deux interprétations s'empoignent des jours durant. Qui dit vrai? Quelles sont les clés à même de déceler le fond réel du propos du président français? Eh bien, nous recevons également en ligne depuis le Canada l'auteur de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, interpellant le président français sur la crise sociopolitique au Togo. Joël Amovin, bonsoir. Vous êtes vice-président de la Diastocade et votre mouvement est membre de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise. Merci de nous accompagner. Bonsoir, monsieur Amos, et bonsoir aux auditeurs de la Radio Canal K et Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, les jours de la dictature togolaise sont comptés et la victoire du peuple togolais, certaines clament bon nombre de Togolais. Alors, Joël Amovin, qu'est-ce qui a motivé votre interpellation de Macron sur la crise sociopolitique au Togo il y a quelques jours au Canada? Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur la crise politique du Togo et de revenir sur mon interpellation du président français Emmanuel Macron le 7 juin dernier à Montréal en marge du sommet du G7. Je voudrais préciser avant d'aller plus loin que le président Macron n'était pas seul lors du face-à-face que j'ai eu avec lui. Il était en compagnie du Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qui est un autre chef de gouvernement d'un territoire membre de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Cela fait plus de 10 mois, en fait, que le peuple togolais s'est remis debout pour exiger l'application de l'APG, l'accord politique global, qui a prescrit des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, et notamment le retour à la Constitution de 1992, qui est la seule que le peuple togolais s'est donné librement depuis 1963. Et cette Constitution que Gnassingbé Eyadema a promulguée sans aucune contrainte après avoir appelé les populations à la voter massivement. Donc le peuple était debout pour réclamer toutes ces choses et le départ de Faure Gnassingbé. Mais curieusement, la France, qui a été l'initiateur et le soutien principal de cette dictature cinquantenaire qui a opprimé et martyrisé le peuple togolais, cette France-là, en dehors de quelques déclarations mitigées prononcées du bout des lèvres, n'a pas pris de position claire et n'a rien entrepris de concret dans le sens des revendications du peuple togolais. Et cela devenait très dérangeant et révoltant. Et il fallait donc amener M. Macron à parler. Il fallait faire tomber les masques et délier les langues, dans un certain sens. Il fallait surtout informer et sensibiliser davantage la communauté internationale sur la situation du Togo. Et c'est à cela que la Diastocade, diaspora togolaise au Canada pour la démocratie, dont je suis le vice-président chargé des stratégies, s'est attelé au nom de l'ensemble des forces démocratiques du Togo. Alors, d'aucuns de la diaspora pensent plutôt que le président Macron a noyé le poisson dans un langage diplomatique standard en évitant de se mouiller. D'aucuns encore pensent au contraire qu'il faut lire entre les lignes de la sortie de M. Macron pour s'apercevoir que la France apporte un soutien total au peuple togolais. Alors, ces deux interprétations s'empoignent des jours durant. Alors, Joël Amovin, qui dit vrai? Quelles sont les clés à même de déceler le fond réel du propos du président français, Emmanuel Macron? Mon entretien avec le président Macron a été diversement apprécié et interprété par plusieurs milieux, par divers
analystes et groupes d'observateurs de la situation sociopolitique du Togo. Mais je voudrais dire que c'est moi qui étais en face du président Macron. Et lui et moi, on se parlait les yeux dans les yeux. Il est arrivé des moments où nos mains se sont heurtées. Et même si les gens ont le droit de spéculer sur ces discours, je pense qu'il y a une partie de ces déclarations qui se passe de tout commentaire. C'est-à-dire la dernière partie. Le président Macron était presque effarouché par ma question de savoir s'il allait encore recevoir l'usurpateur de pouvoir Faure Gnassingbé et son gouvernement. Et avant de me répondre, Macron m'a presque tapé sur la main avant de prononcer la fameuse phrase qui a tout dit sur la position de la France. D'abord sa position personnelle et celle de la France au sujet du régime RPT-UNIA qui régente le Togo depuis 52 ans. Macron a dit ceci en substance. Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je l'ai reçu en voyage bilatéral? Ou est-ce que je m'y suis rendu? Quelqu'un qui entend ça comprend très facilement et vite, d'ailleurs, par la gestuelle et l'expression du visage du président français, son dégoût envers le régime RPT-UNIA. Un rejet pur et simple, une fin de non-recevoir, opposée publiquement aux multiples tractations que ce régime a effectuées pour se faire inviter ou recevoir en France, ou alors pour inviter le président Macron à Lomé. Et par sa déclaration et la posture que cette déclaration traduit, le président Macron a fait honneur à sa personne et à la fonction qu'il occupe. Et il a manifesté sa méfiance et aussi son refus de se compromettre avec un régime inhumain qui a à sa tête un chef qui n'a pas de finesse d'esprit, un chef qui n'a aucune grandeur d'âme et qui n'a aucun respect pour la vie humaine. Et on le sait très bien qu'après avoir pris le pouvoir de manière illégale et inconstitutionnelle dans le sang de milliers de ses compatriotes, Faure Gnassingbé aurait pu se réconcilier avec le peuple et ouvrir la voie à une véritable refondation de la nation togolaise. Et il pouvait faciliter aussi la réconciliation du peuple avec le régime sanglant que son père lui a légué. Il aurait pu procéder à une rupture avec les habitudes et pratiques criminelles, liberticides et de malgouvernance du régime de son père et en profiter pour relancer le processus de démocratisation, favoriser l'alternance et prioriser le développement pour mettre le pays définitivement sur les rails de l'émergence. Mais qu'est-ce que nous avons vu Faure Gnassingbé faire? Il a préféré conserver le pouvoir par des mascarades électorales coiffées de hold-up et il a érigé le brigandage d'État, la corruption, le pillage systématique des ressources du pays, les malversations en tout genre et à tous les niveaux de l'appareil d'État, des sociétés d'État et des finances publiques, ainsi que l'impunité et les crimes politiques en méthode de gouvernement. Le président Macron, qui est un leader jeune et qui a un avenir prometteur, ne peut pas se compromettre avec un régime aussi médiocre. Faure Gnassingbé n'a visiblement rien appris, en fait, d'autre que les méthodes rustres et machiavéliques avec lesquelles son père a géré le Togo pendant 38 ans avant de mourir. Et pourtant, les courtisans sans scrupules de l'aimer la fibre de tous les noms et l'appel du nom pompeux de leader moderne et jeune. Mais justement, Joël Amové, on peut comprendre votre réaction, mais les Africains passent le clair de leur temps à fustiger la communauté internationale et la France. Et celle-ci clame haut et fort à qui veut entendre que c'est aux Africains de prendre leur destin en main. Alors, Joël Amové, pourquoi alors une sortie d'Emmanuel Macron sur la crise sociopolitique au Togo suscite autant d'intérêt dans la diaspora togolaise et africaine?
Avant de répondre à votre question, M. Amos, laissez-moi revenir sur le leadership décadent de Faure Gnassingbé qui le place aux antipodes du président Macron. Faure Gnassingbé est ce prétendu chef d'État qui se promène à travers la terre entière aux frais du contribuable togolais sans jamais rien ramener de constructif à son pays, sans aucune valeur ajoutée à sa gouvernance, puisqu'il n'a pas d'ambition pour son pays. C'est un leadership cosmétique, farfelu, qui est tristement vide, sans substance, sans profondeur, sans fond. Comme celui que son ministre des Affaires étrangères était allé représenter dernièrement au Congrès juif, où il s'est évertué de faire toutes ses interventions en anglais, ou alors de chanter en hébreu. L'assistance a beaucoup ri de notre Robert Ducé. Le président Macron a raison de prendre ses distances de ce régime qui a un leadership sans imagination, qui n'apporte rien de constructif en fait. Un régime prédateur des libertés et des droits de l'homme, un régime autocratique, antidémocratique, illégal et illégitime en plus, que le peuple du Togo a rejeté. Et ça, le président Macron l'a reconnu et l'a dit haut et fort. Vous savez, ce que Emmanuel Macron essaye de faire dans le sens de la rupture avec la France-Afrique, il l'appelle l'Afrique-Afrique, ou une promotion des interventions ou alors des efforts endogènes africains pour la recherche de solutions aux problèmes africains. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il parle beaucoup de l'Union africaine ou alors des initiatives interafricaines pour la recherche d'une voie de sortie de crise au Togo. Alors quand je me suis retrouvé en face du président Macron, j'ai tenu à lui exprimer les sentiments du peuple togolais par rapport à l'attitude de la France, et le président Macron a compris. Peut-être pas au début de l'entretien, mais vers la fin, qu'il doit parler un autre langage que celui de la diplomatie, et qu'il doit être vrai et crédible, et qu'il doit peut-être porter sur la place publique l'initiative que lui il a, l'option qu'il a pour la résolution des problèmes politiques en Afrique. Et il n'a pas dérogé à cette obligation historique. Un journaliste canadien qui m'avait demandé si tout ce que Macron dit n'est que du bluff. J'ai répondu en disant que le président Macron a parlé dans un espace international et qu'à moins de vouloir perdre sa crédibilité, il devra ajouter des actes à sa parole. Le président Macron est le seul chef d'État français à avoir franchi un pas de plus, ou alors un pas vrai dans le sens de la rupture avec la France-Afrique. Il faut l'encourager à aller plus loin. Et pour revenir à votre question, je dirais que si les déclarations du président Macron ont suscité d'intérêt, c'est parce que il a adopté un langage qui sort des sentiers battus de la politique africaine de l'Élysée. Il avait annoncé une rupture avec la France-Afrique et personne ne lui a fait foi à cause, certainement, des promesses non tenues de ses trois prédécesseurs. Et l'opinion africaine et internationale l'attendait sur sa promesse de rupture. Et il a compris qu'il était temps pour lui de faire quelque chose dans la mise en œuvre de cette rupture. Il a voulu, lors de notre entretien, saisir l'occasion pour parler de la grave crise que traverse le Togo en des thèmes profonds, avec un discours qui dit le fond de sa pensée en ce qui concerne le Togo, en particulier la politique africaine de l'Élysée en général.
Oui, les Africains doivent prendre leur destin en main, mais il ne faut pas oublier que la France reste un partenaire traditionnel, privilégié et stratégique du Togo sur le plan international et du développement. Et que la demande de démocratie, d'alternance et de respect des droits de l'homme par le peuple togolais, ce que nous demandons au président français de traduire dans sa relation avec le régime en place, c'est que la France coupe les ponts avec le régime dictatorial et corrige les erreurs graves de l'histoire qu'elle a commises contre le peuple togolais afin de donner une réelle chance à la démocratie et à l'alternance au Togo, ainsi qu'à des relations bilatérales plus judicieuses, plus équitables et plus respectueuses de la souveraineté du peuple togolais et dans les intérêts bien gardés de nos deux pays. Mais justement, Joël Mouvin demandait à Macron, tel Jésus, dont on entendrait un mot pour qu'un miracle soit, de dire un mot qui suffirait pour que ces gens-là partent. Alors, est-ce vraiment sérieux? C'est quand même ces critiques-là qui se fait sur les réseaux sociaux soulever donc pas de panafricains. Demander au président Macron de dire un mot pour que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir au Togo, ce n'est pas faire preuve de naïveté politique. C'est au contraire toucher du doigt la lourde responsabilité historique que la France porte dans la situation politique du Togo. Monsieur Amos, si vous vous souvenez au début de cette interview, je vous avais dit que la France est l'initiateur de la dictature Gnassingbé APT, UNIR, et aussi le principal soutien, le principal appui de cette dictature depuis des décennies. Dans une partie de mon intervention, avant même le face-à-face avec le président Macron, j'avais dit que la France doit cesser d'armer le régime dictatorial du Togo. J'avais dit que la France doit suspendre sa coopération militaire avec ce régime. Et quand je me suis finalement retrouvé en face du président Macron, après la poignée de main, je lui ai dit en substance, je suis venu avec mes compatriotes pour vous demander de soutenir le peuple togolais dans ses revendications, dans ses exigences. Et si vous voulez que je vous étaye le fond de ma pensée à ce niveau, je vous dirais tout simplement que l'armée togolaise, qui est le rempart qui empêche le peuple de déloger Faure Gnassingbé du pouvoir, est encadrée par l'armée française. Le mercenaire en col blanc Charles Debache, qui a dirigé de main de maître le tripatouillage de la constitution togolaise en décembre 2002, ainsi que les multiples modifications apportées à la constitution et au fonctionnement du Parlement en une seule nuit en 2005 pour permettre de placer Faure Gnassingbé au pouvoir, est un éminent juriste français qui est d'ailleurs sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice française, mais que le pouvoir français ne fait rien pour extrader en France. Les coopérants militaires, comme on en a vu sur des vidéos, menacer des journalistes togolais, sont des Français. Et pour finir, Vincent Bolloré, qui détient sous son contrôle et à son seul profit une grande partie, sinon la totalité du port autonome de Lomé, qui est le poumon de l'économie togolaise, est un Français. Et bien d'autres personnes ou entreprises qui siphonnent l'économie togolaise sont d'origine française ou se sont imposées au Togo grâce aux relations clientélistes et incestueuses qu'entretiennent les réseaux et le pouvoir français avec la dictature du Togo. Et vous pensez que si tout cela ne cesse pas, la lutte de libération du peuple togolais sera facile et aboutira de sitôt? Pensez-vous que cela cesserait sans une volonté politique sincère et une intervention énergique de l'Élysée? Si nous avons interpellé le président Macron, ce n'est pas pour l'appeler à intervenir au Togo en sauveteur. C'est pour demander au président Macron de poser des actes qui vont à coup sûr faciliter le combat du peuple togolais. Le concours d'autres ténors de l'OIF tels que le Québec n'est pas à négliger dans cette affaire. Et c'est pour cette raison que nous avons aussi profité de la tribune que le président Macron nous a offerte pour interpeller également le Premier ministre Philippe Couillard du Québec. Mais justement, Joël Mouvin,
si vraiment la solution se retrouvait dans la seule bouche de Macron, pourquoi alors, au même moment, demander aux populations togolaises de maintenir la flamme de la lutte? Je voudrais aider les auditeurs et les observateurs à mieux comprendre le sens de mon propos qui disait que un mot du président Macron suffirait pour faire partir Faure Gnassingbé. Pour cela, je dirais tout simplement que la France est une grande puissance militaire, économique, politique. Un grand joueur dans les relations interafricaines comme dans les relations internationales. Et dont la position influence beaucoup les décisions de plusieurs pays et dont la position fait bouger les lignes en un mot. Imaginez par exemple que François Mitterrand est désavoué et a démon Gnassingbé en 1998 quand ce dernier avait volé la victoire de Gétus Olympio. Imaginez que Jacques Chirac est désavoué et a démon en 2003 lorsque ce dernier a perpétré le hold-up à l'issue de la présidentielle, à laquelle il avait d'abord promis de ne pas être candidat. Imaginez que Jacques Chirac l'ait empêché plutôt de participer à cette présidentielle-là. Et imaginez aussi un peu que Chirac ait dénoncé le passe-passe perpétré en 2005 pour placer Faure Gnassingbé au pouvoir. Que Chirac ait, à l'issue ou allant en réaction face à ce passe-passe et à ce coup de force, décidé de rompre les relations diplomatiques ou de suspendre la coopération de la France avec le pouvoir de Lomé II. Est-ce que nous serions encore là aujourd'hui à combattre ce régime et à marcher matin, midi et soir pour lui demander de partir? Pourquoi avons-nous dénoncé la vente d'hélicoptères de combat par la France au régime Gnassingbé à Pété-Émir? Pourquoi les Togolais passent-ils tout ce temps à attendre que les sommets, les médiations de la CEDEAO, de l'Union africaine apportent des solutions ou alors des pistes de sortie de crise si l'extérieur n'a rien à apporter à la résolution de la situation du Togo? Le régime que nous combattons a des racines et des tentacules en France, au Togo et ailleurs, en Afrique, comme dans le monde. Sinon, pourquoi est-il si difficile pour la CEDEAO et l'Union africaine de dire le droit dans cette affaire, en demandant tout simplement à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir comme le peuple l'exige? Et pourquoi la C14 et le Fonds citoyen Togo Debout, ainsi que d'autres acteurs et organisations de la diaspora et de la société civile togolaise, ont dû passer plus d'une semaine à exorciser les déclarations tendancieuses de l'ambassadeur d'Allemagne qui demandait à la coalition de l'opposition d'aller aux élections, sans préciser qu'il faut au préalable que les réformes soient faites, par exemple. Le peuple togolais doit se mobiliser parce que c'est pour sa libération que le combat se fait. Et même si la France et les autres soutiens du régime dictatorial coupent les ponts avec Faure et ses complices, quand bien même on aurait coupé les racines et les branches de l'arbre, quand bien même on aurait affaibli l'arbre, si personne ne le pousse, si aucun vent fort ne souffle contre lui, il restera debout et ses plus petites racines continueront de l'alimenter pour longtemps encore. C'est ce que nous devons comprendre. Et cela prend des efforts conjugués de plusieurs forces progressistes, endogènes et extérieures, pour mettre fin à un système corrompu comme celui que nous combattons au Togo. Et moi, je suis tenté de vous retourner la question en vous demandant pourquoi la diaspora togolaise est mobilisée à travers le monde si on pense que c'est au Togo que ça se passe. On peut également comprendre votre réaction rapidement. Une dernière question pour vous libérer en ligne depuis le Canada. Comment réagissez-vous au communiqué de la Cour constitutionnelle qui lance un appel aux acteurs politiques et au peuple togolais conformément à la Constitution de 92 de se préparer pour les prochaines élections législatives? Le communiqué de la Cour constitutionnelle qui évoque la Constitution ou un article de la Constitution de 1992 suscite d'énormes questions dans mon cœur par rapport à la nature même de cette Cour et du régime qu'elle sert. Et la question est celle-ci. Quand Macron parle d'élections libres, de transition, d'alternance, quand Macron parle d'élections, est-ce que ce régime pense que
Macron dit élection dans la tradition dictatoriale, faite de mascarades de tout genre et de hold-up pour finaliser le tout? Je ne pense pas. Quand Macron parle de limitation de mandat dans le temps, est-ce que le régime pense que Macron veut dire tout cela dans le sens de la remise à zéro du compteur, comme on le demande pour Faure Gnassingbé, où il en parle en laissant une porte ouverte pour les forfaitures supplémentaires du régime pour un maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir? Ça aussi, je ne le pense pas, parce que la Constitution du peuple de 1992 a déjà légiféré en la matière en disant clairement que, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats au Togo. Faure Gnassingbé est dans son 3e mandat. Il ne peut pas être plus hors la loi que cela. Et quand il parle ou bien quand sa Cour constitutionnelle parle d'aller aux élections, il perd de vue un enjeu fondamental sur lequel, je crois, Macron s'exprime avec beaucoup de rigueur. C'est la réalisation de toutes les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales prescrites par l'APG avant la tenue de tout scrutin. Actuellement, ce n'est pas le cas et on se demande pourquoi cette Cour constitutionnelle nous parle d'élections. Il faut regarder à la Cour constitutionnelle elle-même, aux personnes qui la composent et à la source de cette Cour constitutionnelle pour comprendre qu'elle est juste un instrument de propagande, une béquille du régime et non une institution de la République. Si Faure Gnassingbé, qui est le chef du régime, est rejeté, que dire d'une Cour dite constitutionnelle qui est une émanation du régime et qui est aux bottes du champion du APT-UNIR? Et quant au communiqué lui-même qu'ils ont rendu public récemment, on peut dire que c'est du non-lieu, car quelques petites questions suffisent pour dégonfler ce ballon de baudruche que lance le APT-UNIR. Ce communiqué est l'une des dernières cartouches dont le régime mafieux dispose encore. Que vient faire ou que vient chercher un tel communiqué dans la situation actuelle du Togo où tout est à refaire? Alors que le dialogue vient de reprendre après plusieurs semaines de blocage, que vient chercher un tel communiqué? Quand on parle notamment de transition déjà. Le président Macron a parlé aussi de transition. Comment est-ce que ce régime comprend cette exigence-là ou cette proposition de transition? Même s'il faudra aller à des élections, tôt ou tard, il faut que nos frères du APT-UNIR se disent qu'il ne peut pas y avoir d'élections sans les réformes prescrites par l'APG et que Faure Gnassingbé ne saurait participer à ces élections-là. Et que le régime n'est pas crédible pour organiser des élections et que l'armée togolaise non plus n'est pas crédible pour encadrer ces élections-là, pour superviser ou alors sécuriser le processus. En d'autres termes, avec quel cadre électoral, avec quel code électoral, avec quel découpage électoral, avec quelle liste électorale, avec quels kits électoraux, avec quelle force de supervision et quel mécanisme de centralisation et de proclamation des résultats des élections que Assouma demande se feront? Ce sont autant de questions qui sont très simples. Est-ce que c'est avec le code électoral bancal sorti tout droit des laboratoires de l'ONU 2? Sera-ce avec le découpage ubuesque insensé qu'on a imposé au peuple, tel dans un partage de butin de piraterie? Est-ce avec des kits corrompus, frauduleux, qu'ont fourni les réseaux de Bahara, les ETS et d'autres apatrides? Est-ce avec les mêmes forces de sécurité et de défense ou le FOCEL ou le FOCEP que le régime utilise pour couvrir les bourrages d'urnes ou aller emporter les urnes à pas de course pour des destinations que nous ne connaissons jamais, qu'on va sécuriser le scrutin? Est-ce avec les mêmes personnes, les mêmes gendarmes, les mêmes militaires qui traumatisent, qui trucident les populations, qu'on veut sécuriser le scrutin? Moi, je dirais tout simplement que ce communiqué-là, c'est du non-lieu et il convient de combattre le régime là-dessus
et sur tous les autres aspects de son combat qui est déjà perdu d'ailleurs, ses efforts perdus de se maintenir au pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit et nous demandons au peuple togolais de rester mobilisé jusqu'à ce que ce régime soit bouté dehors. Joël Amovain, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Canada. Je rappelle à nos fidèles auditrices et auditeurs de radio, Canal K de Radio à Volonté, que vous êtes vice-président de la Diastocade et la Diastocade est membre de Codi Togo, coalition de la diaspora togolaise. Bonsoir. Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, vous êtes nulle part ailleurs sur Radio Canal K, sur Radio à Volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous accueillons notre dernier invité, qui n'est autre que Kofi Nyazozon, juriste. Il est également membre fondateur du mouvement citoyen Nubweke. Il est aussi membre de Codi Togo. Kofi Nyazozon, bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir, Monsieur Sylvain Amos. Bonsoir à vos auditrices ainsi qu'aux auditeurs et merci à nouveau pour m'avoir invité sur votre plateau. Eh bien, Kofi Nyazozon, la crise politique au Togo est un tournant décisif. Les regards des Togolais sont tournés vers la proposition de sortie de crise de la CEDEAO. Alors, Mère Supplice Générale, la Cour constitutionnelle, dans un communiqué publié il y a quelques jours, demande à la CENI et au gouvernement de lancer le processus des élections législatives. Alors, vu que celui-ci a pris déjà un retard, Kofi Nyazozon, comment réagissez-vous à cela? Alors, la réponse par rapport au communiqué de la Cour constitutionnelle est envisagée sous deux angles. Premièrement, sur le plan politique. Ce communiqué, en tout cas, pose la question de l'opportunité. Puisque la Cour constitutionnelle tend à démontrer qu'elle est en réalité une caisse enregistreuse des désirs de M. Faure Gnassingbé. Surtout lorsque l'on sait que l'une des raisons essentielles du retard donc allégué dans le communiqué est due à une crise sociopolitique dont les discussions mettent en lumière la nécessité de réformer cette Cour constitutionnelle elle-même. Aussi, il faudrait relever sans doute que l'objectif inavoué serait de recentrer politiquement les débats autour des élections législatives et locales, de sorte à faire poursuivre l'ombre en lieu et place de la proie à la coalition des 14 partis politiques et plus généralement au peuple. Et par ailleurs, la Cour constitutionnelle, à travers ce communiqué, semble montrer que les recommandations à venir par rapport aux médiateurs désignés par la CEDEAO, que ces recommandations doivent ou peuvent traiter de tout, sauf de la question relative aux élections qui reste une chasse gardée du régime au pouvoir. En un mot, le Togo ou le régime au pouvoir essaie de dire à la communauté internationale, à la CEDEAO, à l'Union africaine, tout simplement, que elle reste maître il reste maître de sa souveraineté, que le Togo est un pays souverain, et donc que les recommandations doivent prendre en compte, cet espace de souveraineté-là doivent se dire ou doivent être faits en sorte qu'il puisse sans doute ne pas toucher à cette chasse gardée dont nous parlions ou dont je parlais tantôt. Maintenant, sur le plan juridique, le retard étant consommé, naturellement, il revenait à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Mais cette Cour constitutionnelle pouvait également proposer un aménagement en raison de la crise sociopolitique. Et c'est ce que je disais tantôt. Très récemment, nous avions vu une illustration au Madagascar où la Cour constitutionnelle est même allée au-delà de ses prérogatives pour faire injonction au président dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc, on voit que la Cour constitutionnelle, au-delà de l'aspect loi ou de l'aspect juridique, peut faire en sorte que la paix sociale ou le climat social puisse être préservé dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc, on ne va pas, c'est vrai que la loi reste la loi, mais on ne peut pas
transformer cette loi-là de sorte, ou l'utiliser en tout cas, de sorte à ce qu'elle puisse contribuer à plutôt dégrader le climat socio-politique. Ce n'est pas possible. Maintenant, la Cour constitutionnelle, en rédigeant ce courrier, en le publiant, n'est pas sans ignorer l'impréparation technique de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, on ne peut que dire que la Cour constitutionnelle a agi ou a sorti son communiqué pour démontrer qu'elle fait son travail. Mais il est à relever que ce travail, dans un pays ou dans un état de droit, dans un pays où le climat social, ou en tout cas les choses se déroulent de la façon la plus normale possible, ce communiqué ne poserait aucun souci. Il ne poserait aucun souci. Maintenant, toujours sur le plan juridique, il faut relever que quand la Cour constitutionnelle sort des bois pour dire qu'il y a un retard et donc que le gouvernement doit faire en sorte de respecter le calendrier électoral ou d'organiser les élections, mais de quelle constitution parlons-nous? Puisque cette constitution-là contient des éléments, des dispositions que ce gouvernement n'a jamais respectées. Alors, où était la Cour constitutionnelle lorsque les droits des Togolais sont violés? Où était la Cour constitutionnelle lorsque la vie humaine est désacralisée? Où est cette Cour constitutionnelle lorsque des militaires se permettent de rentrer dans des maisons, de violer les domiciles privés, alors même que la Constitution dont elle est gardienne interdit cela? Donc, vous voyez, on tend à croire ou à penser que la Cour constitutionnelle ne sort des bois que pour protéger finalement un individu au détriment des 6 millions ou des 7 millions que nous sommes. Donc voilà que il faudrait être un peu plus sérieux. C'est toujours ce problème-là que nous avons. Donc nous avons une crise politique, voilà qu'on nous sort, ou que la Cour constitutionnelle vient en rajouter en érigeant, je dirais, un artifice juridique pour résoudre un problème politique. On dit le climat est dégradé. Il y a un problème. On essaie de le résoudre. Vous dites qu'il faut organiser des élections. Mais finalement, même si vous faites votre travail, on ne peut pas satisfaire l'intérêt général ou servir l'État avec son corps et sa tête, mais sans sa conscience. Autrement, la gouvernance par le peuple et pour le peuple est transformée en une jungle où le plus fort fait sa loi. Analyse très pertinente, mais qu'au fil de 2 ans, le mandat des députés siégeant actuellement à l'Assemblée nationale prend fin le 20 août prochain. Et la Cour constitutionnelle se base sur le droit constitutionnel pour lancer ce processus-là. Alors, que peut-on alors reprocher à cette Cour qu'au fil de 2 ans, puisque vous parlez de droit? Alors, que peut-on reprocher à cette Cour? On peut lui reprocher plusieurs choses. La première, c'est cette violation systématique et récurrente des droits de l'homme ou humain sur lesquels elle ne se prononce pas, alors même que, ça fait partie également des éléments de la Constitution, des dispositions de notre Constitution. Donc, elle peut, au nom toujours de l'intérêt général, se lever et interpeller le gouvernement, ou en tout cas faire en sorte que ces violations systématiques et récurrentes cessent. Elle peut surtout le faire lorsque l'on sait que l'actuel président, donc celui qui incarne les fonctions de président, M. Faure Gnassingbé, est également ministre de la Défense. Et à ce titre, il est responsable des nombreuses malversations, ou en tout cas exactions, qui sont commises dans le pays. Donc, les militaires, les villes assiégées, tout ça, tout ce contexte totalement insécuritaire, ou en tout cas cette psychose créée à dessein, tous ces éléments, la Cour constitutionnelle ne dit rien dessus. Alors, les uns et les autres me diront, oui, mais il ne leur revient pas de faire ceci, mais si, la Cour constitutionnelle est gardienne des lois, de la loi constitutionnelle, du respect de cette loi fondamentale. Donc, lorsque, de façon récurrente, celui qui a prêté serment de respecter une constitution, mais qui, dans les faits, ne commet en réalité ce qu'on appelle des parjures, la Cour constitutionnelle peut se lever et relever ces faits notables-là qui, fondamentalement, consacrent une certaine illégitimité
de celui qui se dit incarner la fonction présidentielle et par extension pose un problème sérieux quant à la viabilité des institutions de la République. Mais Kofi Nnanson parle un peu de la mobilisation au niveau de la diaspora togolaise, puisque nous sommes de la diaspora. Un membre de Kodi Togo a interpellé tout récemment Macron lors de la réunion G7 au Canada. Et d'aucuns de la diaspora pensent plutôt que le président Macron a noyé le poisson dans un langage diplomatique standard en évitant de se mouiller. Alors d'aucuns encore pensent au contraire qu'il faut lire entre les lignes de la sortie de Macron pour s'apercevoir que la France apporte un soutien indéfectible au combat commun le peuple togolais. Alors, ces deux interprétations s'en pointent des jours durant. Alors, qui dit vrai? Quelles sont les clés à même de déceler le fond réel du propos du président français selon vous, Kofi Nnanson? Alors, ces deux interprétations, il ne s'agit pas de dire qui dit vrai ou qui dit faux. Mais ce qu'il faut relever, c'est que aucun président de quelque république que ce soit ne pourra dire très clairement devant le micro à un journaliste ou à une tierce personne, soit-elle, qu'il invite ou qu'il dit, il envisage ou fait injonction à son homologue de quitter le pouvoir. Non, ça ne se fait pas. Donc, vous avez parlé du langage diplomatique, ça ne se fait pas. Alors, ce que M. Macron a dit, c'est clair. M. Macron dit que, il compte, il soutient donc l'alternance au Togo, mais que cette alternance passe par les élections. Mais dans une démocratie, quel est le mode par lequel on procède à l'alternance politique? Ce sont les élections. Donc, là-dessus, il n'a pas fondamentalement tort. Maintenant, que le Togo, que tout le monde sache au Togo que les élections n'ont jamais été transparentes et crédibles, c'est un fait, c'est une réalité. Il nous revient dès lors, à nous, Togolais, justement de faire en sorte que si élection il doit y avoir au Togo, eh bien que pour une fois ces élections soient crédibles et transparentes. Aujourd'hui, nous avons un dialogue, nous avons un espace, nous avons le peuple en tout cas est debout. Il nous reviendra de voir, d'étudier les différentes voies possibles pour faire en sorte que la volonté du peuple puisse prévaloir. Donc, au lieu de se cliver par rapport à cette interpellation, il convient plutôt que nous puissions plancher sur les voies et moyens qui puissent nous permettre, de retrouver notre souveraineté, qui puissent nous permettre de retrouver cette indépendance-là, obtenue de haute lutte par nos pères ou nos aïeux. Kofi Nnanson, je voudrais vous reposer la même question que je viens de soumettre également à Joël Amouvin depuis le Canada. Et là, écoutez, les Africains passent le clair de leur temps à fustiger la communauté internationale et la France. Et là, écoutez, ces Occidentaux clament haut et fort à qui veut l'entendre que c'est aux Africains de prendre leur destin à main. Alors, pourquoi alors une telle sortie de Macron sur la crise sociopolitique au Togo suscite autant d'intérêt dans la diaspora togolaise et africaine? Alors, cette sortie de Macron suscite autant d'intérêt puisque, en raison surtout du lien étroit qui unit la France au Togo, à titre d'exemple, au-delà des autres colonies. Et donc, aujourd'hui, il est vrai que on fustige la communauté internationale, c'est d'ailleurs le langage qu'on tient dans certaines sphères, de dire que les Africains crient non à l'ingérence, mais que, parallèlement, souhaitent que la France intervienne de sorte à enrayer donc la dictature dont ils sont l'objet. Eh bien, ce propos s'explique en ce que il faut reconnaître que les outils de répression, le matériel de répression utilisé par exemple au Togo, eh bien, ce matériel est fourni par des entreprises françaises. Et les accords de défense ou l'accord de défense qui lie la France et le Togo, eh bien, cet accord de défense-là fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons une présence militaire française qui est exécrable. Parce qu'on ne peut pas entraîner, on ne peut pas équiper une structure ou une armée qui utilise ce matériel, cette formation-là, pour tuer, piller, violer. Non. Ce n'est pas possible. C'est même contraire
aux principes élémentaires en droit humanitaire. Donc on ne peut pas, en droit de l'homme, pardon, on ne peut pas se permettre donc d'accepter cela. Voilà pourquoi la sortie de Macron suscite autant d'intérêt. Cette sortie suscite également autant d'intérêt puisque tous les yeux sont rivés vers la France. Tout le monde aujourd'hui sait que la France maintient sous perfusion la dictature au Togo et dans d'autres contrées. Maintenant, il revient à la France de démontrer par sa politique étrangère que les intérêts de la France ou des entreprises françaises ne sont pas contradictoires avec un peu de justice, liberté, fraternité, égalité, ou en tout cas ne sont pas contradictoires à la démocratie. C'est même dans un contexte où règne la paix sociale, la fraternité des peuples, la liberté, la justice, que les affaires prospèrent. Dès lors, les Togolais peuvent, à bon escient, ou en tout cas dans leurs droits, fustiger ou chercher à savoir que la France se prononce très clairement, soit en faveur d'un maintien sous perfusion de la dictature, ou en faveur de la satisfaction légitime du droit des peuples. Mais justement, voilà tout qui est dit. Merci beaucoup, Kofi Nnanson, de nous accompagner dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et pour revenir au combat que mène le peuple togolais, il est très difficile pour des citoyens de se regrouper pour des manifestations. Alors, le pays est militarisé, vous le savez, tout comme nous, la terreur règne. Alors, finalement, la coalition des 14 appelle ce lundi à un Togo mort. Alors, votre lecture de la stratégie et de la coalition des 14, Kofi Nnanson? Alors, par rapport à la stratégie de la coalition des 14, il faut être dans le secret des dieux pour pouvoir justement faire une lecture pertinente. Après, ils ont observé un Togo mort, sans doute dans l'optique de démontrer que le peuple togolais est vexé par ce siège militaire imposé. Maintenant, il n'y a que qui me semble donc la plus indiquée pour vous expliquer la stratégie qu'ils comptent, en tout cas, ou qu'ils adoptent. Maintenant, peu importe la stratégie, l'intérêt, c'est que les revendications du peuple puissent être satisfaites et que derrière, nous puissions retrouver un climat social qui permette que les uns et les autres vaquent à leurs occupations, que la population togolaise puisse avoir accès aux soins, se nourrir, se vêtir, aller à l'école, s'éduquer, travailler. Voilà, donc il y a des préoccupations majeures qui sont au centre donc de cette crise sociopolitique qu'il faille résorber. Et pour les résorber, il faut d'abord trouver une solution. Donc cette stratégie de part et d'autre, l'essentiel c'est qu'elle puisse concourir justement à la satisfaction de l'intérêt des peuples, de l'intérêt de la population togolaise. En tout cas, rien ne sera plus comme avant, clame où il faut beaucoup de Togolais. Kofi Nnanson, tout récemment, un éditorial de notre confrère Gérard Wilson de Radio d'État Santé au Togo a attiré notre attention. Le confrère relevait dans son éditorial qu'en dehors des manifestations et stratégies de mobilisation, quant au tient la coalition des 14, celle-ci doit peut-être recourir à des accords secrets avec les tenants de la géopolitique africaine. Kofi Nnanson, partagez-vous cette approche de notre confrère Gérard Wilson? Ce que dit votre confrère, en réalité, ça fait partie donc des éléments de la politique, ou en tout cas lorsqu'on entend accéder à un pouvoir, eh bien on est obligé d'avoir cette lecture géopolitique là, c'est-à-dire de procéder par des accords qui peuvent intervenir avec d'autres acteurs, notamment qui sont au niveau des frontières de notre pays. Ça, c'est un minimum. C'est un minimum en ce sens que aujourd'hui, il y a une fraternité des peuples. Donc, aucun pays, par exemple frontalier au Togo, ou même non frontalier, en tout cas aucun pays dans l'espace CEDEAO, n'a intérêt à ce que la situation au Togo, eh bien, s'enlise. Puisque si ça ne va pas au Togo, rassurez-vous, au Nigeria, ça n'ira pas non plus. En Côte d'Ivoire, la même chose, même si ces pays-là
ne sont pas frontaliers au Togo. Donc, ces pays frères et amis ont plus intérêt à ce que la crise se résolve et ont d'ailleurs plus intérêt à ce que non seulement la crise se résolve, mais qu'elle se résolve en consacrant l'intérêt ou en tout cas la satisfaction des revendications du peuple. Parce que traîner derrière soi un pays malade, un pays totalement asphyxié, eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça rejaillit d'une manière ou d'une autre sur les économies et les politiques intérieures de ces pays-là. Vous avez vu, par exemple, dans les déclarations de Diendéré, qui disait que le Togo a contribué donc à vouloir donc étouffer la transition par la fourniture de matériel ou d'outils de répression. Donc vous voyez, ça veut dire que quelque part ce gouvernement ne rassure même pas à l'extérieur de ses frontières et c'est grave. C'est grave puisque aujourd'hui nous avons une frange de la population également qui vit dans la brousse ou qui vit au Ghana, au Bénin, ainsi de suite. Donc finalement ça aussi ça pose des problèmes aux États qui accueillent donc nos concitoyens. Voilà pourquoi naturellement, comme votre confrère l'a relevé, il est essentiel que la coalition des 14 puisse aller poser ce problème-là au-delà des frontières afin d'asseoir une stratégie globale. Maintenant, peut-être qu'ils le font, peut-être pas encore, on ne le sait pas. Mais c'est un point effectivement à relever et qui est essentiel. Mais comme vous l'avez dit, c'est un accord secret. Donc si ça existe, on ne peut pas le savoir. Alors, une dernière question pour vous libérer également en ligne depuis la France. Loin du Togo, mais très proche du combat démocratique, quel doit être le rôle de la diaspora togolaise pour un aboutissement heureux de la journée Togo mort lancée par la coalition lundi prochain? Alors, quel peut être l'apport de la diaspora? Vous savez, nous avons tous de la famille à Lomé, et puis pas qu'à Lomé, dans tout le Togo. Donc, il est essentiel que si chacun peut demander à sa famille ou à ses amis, eh bien, d'observer ce lundi ou Togo mort, ce serait bien, parce que cela contribuerait à faire découvrir à nouveau l'insatisfaction des revendications du peuple, à faire découvrir à nouveau que l'accès aux soins de santé ne diffère pas selon qu'on soit dans la diaspora ou non, puisque nos parents, quand ils sont malades et doivent aller à l'hôpital, ils vont tous, ils se convergent tous vers le même hôpital qui est dépourvu de matériel et dont les praticiens justement font également grève tout le temps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le lundi Togo mort décrété en vue de montrer que le peuple togolais n'est toujours pas d'accord ou en tout cas ou relève l'insatisfaction de ce qu'il veut, eh bien s'adresse à tout le monde. Donc il revient à tout un chacun de pouvoir joindre son parent ou ses parents pour leur recommander en tout cas ou les sensibiliser à la cause, parce que recommander au fond c'est de faire juste une journée Togo mort et puis point, on s'arrête là. Non, il faudrait que les parents les parents à joindre plutôt puissent comprendre l'intérêt de la démarche. Ce n'est qu'à partir de là qu'ils pourront s'approprier ou s'identifier à la cause qui est défendue. Donc il est essentiel d'aller au-delà d'une simple démarche d'information. Il faut sensibiliser, il faut conscientiser, il faut expliquer, il faut vulgariser, c'est-à-dire rendre le langage accessible à ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Alors, quand on dit, par exemple, le slogan qui dit retour à la Constitution de 92. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour celui qui habite, par exemple, à Kbandial, ou qu'est-ce que ça voudrait dire pour celui qui habite, par exemple, à Palimé ou dans les zones dans les zones rurales. Donc, il faudrait aller expliquer ces éléments. On peut les expliquer par téléphone ou par WhatsApp aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous permettent donc de dérouler plus l'information ou la sensibilisation. Donc, il faudrait leur expliquer le sens de Togo mort, pourquoi Togo mort, quel est l'intérêt de faire un Togo mort ou d'observer en tout cas un Togo mort et quel est l'intérêt des revendications
portée au nom du peuple. Donc ce n'est qu'à partir de ce postulat, à mon sens, que ces différentes actions-là pourront connaître donc une réussite. Hein. Voilà, Monsieur Amos, ce que je pense, ou en tout cas ma contribution quant à la réussite de cet événement. Merci également à Kofi Nyadonson. Je rappelle que vous êtes juriste et membre fondateur du mouvement citoyen Nubweke. Vous êtes également membre de Kodi Togo, coalition et de la diaspora togolaise. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission et bonsoir. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Canal K, sur Radio Avoulété, la voix de la résistance du peuple togolais. Mais avant de vous quitter, que tous les peuples africains retiennent encore ceci de Feu Thomas Sankara qui disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Bonsoir et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure et même studio.